Catherine Aubertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et aussi chercheuse en économie de l'environnement, autrice avec Anne Livard de La nature en partage aux éditions de l'IRD et du Muséum, le muséum de Paris auquel vous êtes rattachée d'ailleurs, au Jardin des Plantes, Oui. très bel endroit pour travailler. Alors on vient de le voir, on mise aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur le fait de replanter des arbres. Est-ce que c'est la solution, compte tenu du fait que cette grande muraille verte qui a commencé à être mise en place en 2007 n'a pas vraiment donné ses fruits, si on voit le résultat 15 ans après? Bien, planter des arbres, c'est quelque chose de positif. Le fait de planter des arbres, de travailler des haies, ça permet d'avoir un couvert forestier, de gérer l'eau. C'est quelque chose d'important. Mais ce n'est pas vraiment ce qui peut changer si on ne change pas tout ce qui va autour. C'est-à-dire les organisations qui vont mettre en œuvre ces plantations. On peut voir ce qui se passe actuellement dans la Grande Muraille Verte, dont vous parlez. C'est quelque chose de grandiose. Hein. Il est prévu 8000 kilomètres, 11 États vont être traversés. Et là, il ne s'agit pas, contrairement parce que muraille, c'est plutôt l'idée de résister au désert, mais là, il s'agit surtout de reconstituer des terres dégradées. Pas forcément planter des arbres, c'est-à-dire avec les populations mettre en valeur, essayer de faire revenir justement du couvert forestier et d'améliorer les terres. Alors bon, pourquoi ces terres se dégradent-elles aussi vite? Alors elles se dégradent. Est-ce qu'on les a trop sollicitées? Alors, éventuellement, oui, on les a trop sollicités. L'agriculture est considérée comme un des premiers facteurs de déforestation, d'utilisation d'eau. 80% de l'eau douce de la planète est utilisée pour l'agriculture. 80%? 80% de l'agriculture. Ce sont les différents chiffres de l'ONU et autres, du GIEC ou de l'IPBES confirment ce chiffre. C'est quelque chose d'absolument énorme et c'est souvent, éventuellement, gaspillé. Donc cette grande muraille verte, on espère qu'elle va pouvoir, ça fait quand même, c'est un projet qui a déjà 12 ans, il n'y a pas plus de 10% qui a dû être réalisé, mais on compte beaucoup sur elle pour mobiliser les populations, pour qu'elles accompagnent cette restauration des terres. Et les restaurations des terres, on sait faire. Alors, on fait comment pour restaurer une terre qui a été trop sollicitée? Eh bien, déjà, on va on va essayer de la fertiliser par des fumures ou des apports organiques. On va planter des plantes qui sont résistantes à la sécheresse, qui sont adaptées. On va éviter des plantes qui ne soient pas trop gourmandes en eau. Pas trop gourmandes en eau, mais qui sont aussi adaptées et qui correspondent à des modes de production locaux. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut changer les grandes cultures de l'Afrique? Par exemple, le coton, le riz, l'huile de palme. Oui, il y a d'ailleurs beaucoup de mouvements dans ce sens en termes pour le sorgho, par exemple, le niébé, qui est en train d'être considéré comme une nouvelle, c'était une très ancienne plante, mais une plante qui peut apporter énormément de fertilité. Puis ce sont des plantes qui stockent de l'azote, avec lesquelles on peut faire des cultures associées, c'est quelque chose de très positif. Et il faut voir que ce n'est pas simplement des arbres, c'est vraiment de redonner de la richesse au sol, qui n'est pas seulement un endroit dont on va sortir de la nourriture, mais qui aujourd'hui est aussi un support pour participer à la lutte contre le changement climatique en captant du carbone et à la lutte contre l'érosion de la biodiversité en recréant de la diversité. Alors bon, on voit une femme qui est dans un champ. Les femmes ont un rôle majeur en Afrique, dans l'agriculture. Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être miser davantage sur elles? Absolument. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de voir qu'à l'ouverture de cette COP15, donc qui a lieu à Abidjan, c'est la femme du président, Madame Ouattara, qui a pris la parole et qui a donné la parole au groupe de femmes. C'est évident qu'il faut donner cette COP15 qui se tient en Afrique. D'ailleurs, la plupart des chefs d'État qui sont présents physiquement, ce sont des présidents africains qui se sont déplacés. C'est vraiment affronter les problèmes de l'Afrique. C'est-à-dire les femmes sont responsables d'aller chercher de l'eau, et elles sont responsables aussi de la plupart des cultures vivrières. Donc, on a beaucoup d'espoir pour cette organisation. Et de même pour les jeunes. Et les jeunes, on arrive tout de suite à la question du foncier. C'est-à-dire, il faut absolument, dans un premier temps, sécuriser les droits fonciers des jeunes et des femmes.
Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'elles aient accès à l'eau, qu'elles aient accès au marché, et puis que les prix soient stables. Bien sûr, il faut absolument des politiques publiques qui garantissent des prix minimums et surtout la possibilité de mettre ces produits sur le marché, c'est d'un point de vue logistique. C'est très important. Alors, vous me disiez que finalement, c'est peut-être plus important de financer les coopératives de femmes que de planter des arbres. 60 millions d'arbres. Que planter des arbres, d'autant plus que ces coopératives de femmes, elles ont beaucoup d'initiatives. Il y a une initiative que j'aime bien qui s'appelle le ZAI, qui est d'ailleurs très connue. Là aussi, c'est comme l'agroforesterie présentée dans votre reportage. C'est quelque chose qui se pratique depuis très très longtemps, qui se pratiquait depuis très longtemps en Afrique. Alors le ZAI, c'est très simple. Vous faites un trou, vous mettez une boule de matière organique, et vous attendez que le vent ou la pluie apporte des graines et de l'eau. Et petit à petit, vous allez voir reconstituer un couvert forestier. Et ça marche. Mais bien sûr, ça marche pas. Faut qu'il y ait de l'eau. Oui, mais il y a aussi des graines qui vont venir. Mais s'il n'y a plus du tout d'eau, là, on est vraiment dans un autre schéma qui risque de nous arriver, d'ailleurs. Alors, la désertification, donc elle n'est pas propre à l'Afrique, elle est propre au reste du monde. Hein. Qu'est-ce qui provoque la désertification? Alors, la première cause, ce sont les activités humaines, en particulier ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. C'est-à-dire que pour produire plus, on a inventé en fait des plantes paresseuses, c'est-à-dire qui ont besoin, qui ne vont plus chercher elles-mêmes leurs sources d'approvisionnement dans le sol ou dans l'air ou dans des plantes voisines. On va mettre des engrais, on va mettre des fertilisants, on va mettre des pesticides et on va mettre de l'irrigation. Et ça, bien sûr, ça appauvrit le sol. Je parlais de diversification tout à l'heure, c'est très important parce que l'agriculture industrielle, pour être rentable, ce sont généralement des grandes surfaces de monoculture. Oui, donc et c'est la pas diversité essentiellement des sols. pour la nourriture. C'est pour produire des matériaux. Mais essentiellement, on voit bien ça d'ailleurs en Europe. Je crois que c'est 45% des surfaces agricoles européennes sont dédiées à l'élevage. C'est-à-dire à l'élevage, bien sûr, mais aussi à la production d'aliments pour le bétail. Là, je crois que pour la nourriture, pour les humains, on doit être à moins de 20%. Et le reste est partagé entre les biocarburants et les matériaux. Donc ça appauvrit énormément le sol. Ça appauvrit le sol et ça ne nourrit pas. Il y a des mesures qui sont prises. On va terminer là-dessus sur ce pacte vert à l'horizon 2030. C'est quand même peut-être une solution pour améliorer la donne en matière agricole. Oui, certes, le pacte vert, mais c'est un autre narratif, le pacte vert. C'est un pacte vert, c'est une meilleure relation avec la nature, qui n'est pas seulement fournir des aliments, comme on l'a dit, mais aussi aider à lutter contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Donc c'est un autre narratif, il faut dire. C'est-à-dire qu'un hectare maintenant, il faut voir dans un hectare non pas un rendement en tonnes d'aliments ou de choses, mais il faut voir en quoi ça va donner des co-bénéfices, c'est-à-dire justement, j'insiste encore, capter du carbone pour lutter contre l'effet de serre et préserver la biodiversité. C'est surtout ça qui est important. Alors évidemment, ça va tout à fait contraire à ce narratif qui est toujours nourrir plus, produire plus, comme malheureusement la guerre en Ukraine nous pousse à le faire. Merci beaucoup Catherine Aubertin pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et chercheuse en économie de l'environnement. Merci. Voilà, je vous remercie.